cases qui doivent s'allumer. Soit on est devant une HTA simple, sévère, okay. Soit comme il y a des signes cliniques en rapport, peut-être qu'on est devant une urgence hypertensive. Soit on est devant quelque chose qui va au-delà de l'urgence hypertensive, ce qu'on appelle l'HTA maligne, d'accord, avec une atteinte des organes cibles. Donc c'est un peu les questions que vous devez activer. Et puis ensuite, c'est vous demandez un fond d'œil. Que recherchez-vous? Alors, je vous aide un petit peu parce que je ne suis pas sûr que ce soit vraiment. Je ne suis pas allé regarder dans le collège d'ophtalmologie pour savoir s'il fallait connaître les signes au fond d'œil d'une urgence hypertensive, etc. Mais je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de le voir ne serait-ce qu'une fois. Donc j'ai mis à droite ce qu'on appelle un fond d'œil normal. Donc un fond d'œil normal, c'est ça. Moi je ne suis pas ophtalmo, hein. Donc ce que je connais de l'ophtalmo, c'est ce que j'ai bossé pour l'internat à votre époque. Ça s'appelle comment ici? Non, la macula c'est là. Donc là il n'y a pas de vaisseau et la macula c'est la zone de la rétine qui permet la vision précise. Par contre là les vaisseaux émergent au niveau de la papille, d'accord? Elle est bien circonférentielle. Et vous voyez, les vaisseaux, ils sont bien réguliers, et puis ensuite, il y a des divisions, voilà. Et puis effectivement, il y a une zone ici qui est dépourvue peut-être de vascularisation, qu'on appelle la macula, ok? Qui est au centre de la rétine. Une fois que j'ai dit ça, et que j'ai capturé cette image physiologique bien en tête, ce qu'il faut pour vous, c'est de dire, qu'est-ce qui n'est pas normal sur ce que je vois ici? Qu'est-ce que... Alors on va te dire un œdème papillaire. J'ai un œdème papillaire, peut-être pas, hein. Vas-y. Oh, vas-y, alors explique-moi. Oui, bah, tu vois ça où? En haut à gauche, tu peux dire qu'effectivement, peut-être que tu ne le vois pas jusqu'au bout et que, bon, peut-être. Tu vois, là, c'est un peu un signe inventé par rapport à ce que tu connais de la rétinopathie hypertensive, qui par ailleurs, le signe du croisement n'est pas un signe d'urgence hypertensive ophtalmo, quoi. En gros, c'est pas un signe aigu de rétinopathie hypertensive. Les saignements. Ouais. Alors, si on veut les chercher, les saignements, donc il y a deux façons de procéder. Soit vous êtes ophtalmo, en gros, vous connaissez le pattern normal et vous décrivez tout ce qui est anormal. Soit vous êtes externe en médecine, vous savez ce qu'il faut aller rechercher et vous le cherchez. Donc vous savez qu'il y a des hémorragies, enflammées, des choses comme ça. Donc quand je vois ici, effectivement, dans les zones entre les vaisseaux, il n'y a pas de taches rouges, hein. Et ici, vous voyez que là, j'ai une tache rouge, j'ai des taches rouges, j'ai des taches rouges ici, j'ai des taches rouges ici. Donc très certainement, ça, c'est des petites hémorragies. Ok? Ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous voyez bien que ici, la zone un peu jaune, cotonneuse, hein, c'est la papille, mais ça, c'est physiologique. Par contre, là, j'ai des nodules ou des exsudats cotonneux qui sont répartis comme ça, le long des vaisseaux, et qui traduisent de l'œdème, en fait. D'accord? J'en ai moins de. Troisième point, c'est effectivement l'œdème papillaire. Alors, je peux le mettre. L'œdème papillaire, c'est dès lors que le contour bien circonférentiel de la papille n'est plus aussi bien visible et que je perds un peu cette régularité. Donc là, je ne vous dirais pas qu'il est nul. Je dirais qu'il est peut-être là. Je ne suis pas ophtalmo, donc je dirais que c'est peut-être pas aussi criant que ça. Alors, typiquement là, vous voyez bien que là, on ne voit plus la papille, en fait. Son contour est totalement gommé par l'œdème papillaire. D'accord? Là, vous avez également des hémorragies. Et effectivement, si on regarde ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment, on a la disparition du vaisseau qui allait là. Donc on pourrait dire peut-être qu'il y a signe du croisement. Bon, quoi qu'il en soit, ce qu'on recherche, c'est des exsudats cotonneux à l'œdème papillaire, et vous récupérez par ailleurs des résultats suivants. Une protéinurie, une créatinine, une anémie élevée à 210 micromol. D'accord? Vous n'avez pas fait la néphro en tant que pathologie, vous avez fait quand même ce que c'est qu'une élévation de la créate, en DFG2, donc vous devriez savoir que c'est une insuffisance rénale. Quelles sont les caractéristiques d'une HTA maligne? Alors là, il y a deux options. Soit certains veulent répondre, soit vous voulez être interrogé. Allez, merci. Non, tu lis la proposition parce qu'il faut que tout le monde t'entende. A est fausse. Dans ce cas-là, je fais ABC et on passe une heure à faire ABC. Comment? C'est pas juste 130 pour la diastolique. Encore?
C'est une HTA de grade 3, c'est combien? Ok. Une HTA maligne, c'est quoi? Il y a toujours, je reformule les choses différemment. Il y a toujours plusieurs façons de répondre à une question, surtout quand vous allez préparer les EDN, et ça va vous suivre jusqu'à la fin, et je dirais jusqu'à votre pratique médicale. Soit vous connaissez, soit vous connaissez la réponse, soit vous cherchez à la deviner. Si vous connaissez la réponse, vous savez la définition d'une HTA maligne, et à partir de là, c'est simple, vous allez regarder les items un par un, ils rentrent ou ils rentrent pas, et c'est réglé. Et donc, la définition d'une HTA maligne, c'est avant tout une HTA de grade 3. Okay, donc, c'est en fait, et avec une urgence hypertensive, c'est avec une atteinte des organes cibles, et une atteinte des organes cibles qui se traduit par des signes d'ischémie aiguë. En fait, c'est ça la vraie définition physiopathologique. Si vous cherchez un bouquin qui vous donne des valeurs de chiffres tensionnels pour définir une HTA maligne, vous n'en trouverez pas. Alors on dit classiquement, effectivement, c'est une PAD supérieure à 130, une PAS supérieure à 200, ou 210, ou même 230. En fait, c'est très variable et c'est écrit nulle part. D'accord ? Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que c'est une HTA. C'est une élévation importante de la pression artérielle. Communément, on retient quand même que c'est une HTA sévère, donc c'est 180/110. Bon. Mais ce qu'il faut lui associer comme deuxième critère obligatoire, c'est la présence de signes d'atteinte des organes cibles, avec une notion aiguë et une notion d'ischémie. D'accord ? Des signes ischémiques. Vous verrez, c'est repris un peu dans le collège. Donc effectivement, quand on est à 160/90, ça ne fait pas classiquement partie de la définition, c'est plus élevé. Maintenant, et pour ceux qui sont passés dans des services, parfois on voit des tableaux d'urgence hypertensive, même à des chiffres tensionnels plus bas que l'HTA sévère. Ça reste des exceptions. Pour vous, pour la préparation des EDN, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Si on va vous donner un jour une HTA maligne, on vous donnera des chiffres tensionnels d'ordre HTA sévère. Mais ce n'est pas juste l'HTA sévère, c'est l'atteinte des organes cibles, et pas une atteinte des organes cibles chroniques, une atteinte aiguë sous la forme de signes ischémiques. Donc, un fond d'œil avec des excuses. Pardon, il y avait une question derrière. C'est bon? Ah, tu voulais la donner, d'accord. Mais c'était ça? Ah, nickel. Donc, le fond d'œil avec exsudat, hémorragie et edème papillaire. Très bien, c'est les signes ophtalmo de l'HTA maligne. Une atteinte des organes cibles? La réponse est plutôt oui, mais il faut quand même cette notion d'ischémie. Il y a une présence obligatoire d'une enzyme ventriculaire gauche? Plutôt non. Et la présence obligatoire d'une protéinurie? Non. On est d'accord. Donc, quelles autres complications faut-il systématiquement éliminer? En d'autres termes, si vous êtes devant une suspicion ou la confirmation d'une atteinte compatible avec un tableau d'HTA maligne, en gros, vous vous arrêtez pas, ah j'ai fait mon diagnostic positif, vous faites ce qu'on appelle un diagnostic ou un bilan d'extension. Pour savoir quels sont les différents organes qui peuvent être touchés, parmi ceux qui sont concernés, et éventuellement, je ne sais pas si vous avez une atteinte pancréatique et que ça ne relève pas de l'HTA maligne, il faut aller chercher une autre cause pour expliquer l'atteinte pancréatique. Donc, là aussi, soit vous répondez A, B, C, soit vous connaissez le cadre théorique, et ensuite vous vous dites, bah, ça rentre ou ça ne rentre pas dans ce cadre théorique pour la proposition A, B, C. Mademoiselle. C'est pas grave. Moi, ça me gêne pas que vous ne sachiez pas. Hein. Ce qui me gêne, c'est qu'à la fin, du coup, vous ne sachiez pas. Vas-y. Encéphalopathie hypertensive. Oui. Dissection aortique. Oui ou non? Oui. D'accord. Insuffisance cardiaque aiguë. En fait, j'aurais tout mis, à part peut-être l'hyponatrémie. Ok. Eh bien, on va voir les bonnes réponses. Moi, j'ai besoin de vérifier quand même, de temps en temps. Avant de dire des bêtises. Non, je plaisante. Mais en pratique, les organes cibles qui peuvent être atteints. Les organes cibles qui peuvent être atteints, en fait, c'est le cerveau. Et dans le cerveau, c'est soit un AVC plutôt hémorragique, d'accord? Ça peut être ischémique, mais globalement, c'est un AVC. Soit, mais habituellement, les poussées hypertensives, c'est plutôt hémorragique. Voilà.
soit un tableau neurologique qui s'apparente à de la confusion, et ce qu'on appelle l'encéphalopathie hypertensive, ce qu'on appelle aujourd'hui plus quasiment le pré-syndrome pour ceux qui sont passés dans des vrais services, où vous avez déjà entendu parler d'encéphalopathie postérieure réversible, ça vous dit quelque chose? Bon, vous en entendrez parler, en gros ça s'apparente à ça. Donc ça donne un tableau de confusion, parfois de crise convulsive, parfois de cécité ophtalmo quand c'est un vrai presse, et avec une imagerie concordante. Donc vous voyez, le spectre des anomalies neurologiques aiguës est assez large. Premier point. Ensuite, l'atteinte ophtalmo. Donc c'est celle dont on a parlé, les exsudats, l'œdème papillaire, les hémorragies en flammèche. Donc ça c'est important. Ensuite, on descend. L'atteinte cardiaque et cardiovasculaire. Cardiaque, c'est en gros une élévation aiguë de la pression artérielle, c'est une élévation aiguë de la post-charge, et donc ça va vous donner un tableau d'aisance cardiaque plutôt gauche, donc ventriculaire gauche, ou cardiaque global éventuellement, avec finalement de l'OAP. D'accord? Ça ne va pas vous donner un syndrome élévateur, ça va vous donner de l'OAP. L'atteinte vasculaire, elle est moins discutée dans les bouquins, mais globalement, en fait, de toute façon, en fait, il y a deux choses, c'est que la dissection peut être source d'une poussée hypertensive, d'accord? Ou à l'inverse, la dissection peut être la conséquence, en fait, finalement, d'une poussée hypertensive, sur une fragilité vasculaire particulière. Donc là, c'est, je dirais, un peu logique de systématiquement avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'en gros, il faut toujours mesurer la pression artérielle des deux côtés, d'accord? Ça vous éliminera aussi la coarctation aortique, d'accord, ou les sténoses. Et ça vous permettra de vous assurer qu'il n'y a pas eu de dissection. Et puis bien sûr prendre les pouls, parce que typiquement si vous avez un affaissement du pouls pédieux ou fémoral, peut-être qu'il y a une dissection de l'artère sous-diaphragmatique. D'accord? Enfin l'aorte sous-abdominale. Ok? Je continue de descendre, et j'ai un autre organe cible qui s'appelle le rein. Et le rein, en fait, c'est les vaisseaux rénaux qui vont être touchés, et les micro-capillaires rénaux, avec finalement une atteinte artérielle qui peut s'apparenter à de la micro-angiopathie thrombotique et une aisance rénale aiguë ischémique. Ok? Donc ça, c'est l'ensemble des organes cibles. Et donc là, vous comprenez que c'est A, B, C. Maintenant, vous allez me dire, l'hypotension orthostatique, la réponse est non. En revanche, il peut y avoir un affaissement du pouls ou une pression artérielle imprenable si tu as une dissection. Donc ça, c'est pas une hypotension orthostatique, c'est pas ça la définition d'une hypotension orthostatique. Et l'hyponatrémie, la réponse est plutôt non. L'hyponatrémie, pour qu'il y ait une hyponatrémie, il faut qu'il y ait une anomalie du bilan hydrique. Donc on n'aura pas... enfin, on peut regarder, il peut y avoir une déshydratation avec une hyponatrémie éventuellement dans un deuxième temps. Mais en général, c'est pas comme ça. Il y a parfois ce qu'on appelle un syndrome polyuropolypsique. Je pense que c'est ça que vous évoquez. Quand il y a un syndrome polyuropolypsique, c'est plutôt des situations d'hypernatrémie. Mais dans ces situations-là, c'est rarement hypernatrémique, c'est plutôt une polyurie, polypsie. On y reviendra un petit peu par la suite. D'accord? Donc, reconnaître une urgence hypertensive, une HTA maligne ou résistante, rang A, rang B. Une urgence hypertensive, c'est une HTA de grade 3. Et une atteinte aiguë symptomatique d'organes, c'est ceux dont je viens de parler. L'HTA maligne, c'est l'urgence hypertensive, donc en gros, vous gardez les mêmes critères qu'avant, mais vous avez des signes de retentissement d'origine ischémique. Okay. Et dans ce cas-là, c'est la rétinopathie hypertensive, on en a déjà parlé, l'encéphalopathie hypertensive, je mettrai slash, en gros, convulsion, slash, pré-syndrome, ça rentrerait dedans, même si, voilà. L'aisance rénale aiguë rapidement progressive, et l'aisance ventriculaire gauche, d'accord? La dissection aortique, c'est pas vraiment ischémique, en fait, c'est une hyperpression sur une fragilité de la paroi vasculaire qui fait que, voilà. L'HTA maligne, c'est, rappelez-vous, c'est finalement que physiopathologiquement, l'intérieur des organes, les micro-vaisseaux sont atteints, donc c'est ça le caractère ischémique, par cette poussée de la pression intravasculaire. Parmi les trois propositions suivantes concernant la prise en charge d'une hypertension artérielle maligne, citez les trois vrais. Ça, c'est ce qu'on appelle un QRP. Vous êtes familier avec la dosimologie ou pas du tout? Pas encore. Si, maintenant. Ok, ça commence. D'ailleurs, en gros, on a les QRM, les QRP, les QRU, et puis il y a d'autres choses qui vont venir après. Donc, on va interroger plutôt le côté gauche, hein, puis ensuite j'irai du côté droit, donc préparez-vous. Mademoiselle, qui sourit. Oui. Je dis juste les trois que je pense qui sont vrais. Ouais. Moi, j'aurais dit la B, elle peut s'accompagner d'une anémie micro-angiopathique. La C, elle est tumeur conductale. Et la E, elle peut révéler une hypertension. Parfait.
Quelqu'un aurait mis autre chose? Eh ben, je suis d'accord avec toi. En fait, dans des hypertensions comme ça, malignes, il ne faut pas être trop agressif en termes de normalisation de la pression artérielle. En gros, vous êtes à 180/110 ou 230, ça, faut baisser au palier inférieur. Donc, globalement, vous êtes à 230, il faut ramener à 18-19, quoi. Vous êtes à 18-19, il faut ramener à 16-17, quoi. D'accord? C'est important parce que parfois, on veut trop bien faire et c'est très mal toléré par les patients. Deuxième point, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette atteinte d'hypertension artérielle maligne, elle peut s'associer à des signes, donc, au niveau des capillaires, qui en fait, si on va dans la physiopathologie un peu intime, va entraîner une agression endothéliale, une activation de l'hémostase primaire, la formation de fibrine, de microthrombie, et donc ce qu'on appelle une microangiopathie thrombotique. En gros, de l'hémolyse avec des globules rouges qui vont se casser la figure sur des microthrombie, une consommation des plaquettes, et puis finalement une anémie hémolytique, LDH augmenté, hémoglobine effondrée, schizocyte positif. D'accord? Et cette atteinte microangiopathique, elle est particulièrement associée à une microangiopathie au niveau des organes où ça peut avoir une conséquence. Donc, personne n'est allé biopsier le fond d'œil pour savoir si c'était ça la lésion élémentaire, mais au niveau du rein, c'est ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'en fait, l'insuffisance rénale rapidement progressive associée à une HTA maligne, c'est habituellement associé à un profil de microangiopathie thrombotique, que ce soit systémique, c'est-à-dire détectable par la prise de sang, ou que ce soit histologique, détectable par une biopsie rénale par exemple. D'accord? Et puis urgence et puis une néphropathie sous-jacente. Oui, les HTA malignes peuvent être associés aux HTA essentiels ou aux HTA secondaires. Et bien entendu, c'est une forme de révélation des HTA secondaires. Vous lui annoncez qu'il existe un problème au niveau rénal, il est très surpris car il urine plus de 4 litres par jour et boit beaucoup d'eau depuis une semaine environ. Que lui répondez-vous à droite? Derrière, vas-y, t'as pris la parole, très bien. Ça ressemble à ce qu'on appelle une polyurie polydipsie, d'accord? Est-ce que ça vous choque? Est-ce que c'est un vrai diabète insipide au sens, en fait, on a une néphropathie qui perturbe la régulation de bilan hydrique? La réponse est ça se manifeste par un syndrome polyuropolyptique, c'est pas vraiment un diabète insipide, enfin peu importe comment on l'appelle, mais c'est lié à quoi? C'est lié au fait que vous avez une hyperpression intraglomérulaire qui entraîne en fait une hyperfiltration avec finalement un débit sanguin rénal qui va être augmenté, un débit de filtration qui va être augmenté, et en définitive, des patients qui vont se déshydrater tout en perdant en fait de l'eau en excès. D'accord? Donc ils ont tendance à boire parce qu'ils se déshydratent, et donc ça donne un syndrome polyuropolyptique. Donc c'est témoin d'une augmentation de la pression intraglomérulaire. Il y a une vasoconstriction de l'artérielle afférente, pardon. J'ai mis afférente, c'est efférente, sous l'effet de l'angiot 2, et c'est décorrélé de la fonction rénale. Quels examens sont à réaliser en urgence? Bon. Je vais demander à droite, toujours. Qui a envie de prendre la parole parmi le groupe de quelques mademoiselles qui regardent ses camarades pour que ses camarades se décident. Vas-y. Ils ont le droit de t'aider, hein. ECG. Très bien. L'aldostéronémie. Est-ce que vous avez déjà vu faire aux urgences des dosages d'hormones endocriniennes? Non. Non, je suis d'accord. Une échographie rénale devant une élévation de la créatinine? Oui, c'est adapté, très bien. Un scanner cérébral sans injection de produits contrastérodés? Alors, il a des céphalées quand même, et il a 230, 130, sans signe focal. On pourrait se poser la question, ce serait peut-être pas faux, voilà. Si je vous avais mis qu'il était un peu confus, il faudrait faire. S'il n'est pas confus, peut-être pas, ça pourrait se discuter. En tout cas, il faut quand même avoir ça en tête. Un Doppler des artères rénales. Alors, je te dirais oui et non, parce que en fait, tous les échographistes ne savent pas faire un Doppler. Ils ne sont pas doppléristes. C'est une sous-spécialité. Donc, tu ne l'as pas forcément en urgence, premier point.
Et puis, si tu fais un Doppler artériel, c'est pour rechercher quoi? Une sténose artérielle devant l'insuffisance rénale. Bon, pourquoi pas? Le plus urgent, c'est d'éliminer un obstacle, tout bêtement. Il faudra faire un Doppler artériel, comme il faudra doser l'aldostérone, mais peut-être pas en urgence. D'accord? Le scanner, je pense avoir mis que lui. Ouais, j'ai quand même laissé lui. Quelle anomalie biochimique sanguine recherchez-vous spécifiquement? Wow. Le potassium, Vas-y, plus fort. la calémie, Mais augmenter, abaisser, plutôt hyper. Hein. par quel mécanisme? Très bien. Ok. En fait, toute situation d'HTA maligne, si vous repensez à ce que je vous ai dit, c'est associé à des signes d'ischémie tissulaire ou d'organes. D'accord? Quand vous avez de l'ischémie tissulaire, en particulier rénale, mais pas uniquement, vous avez un mécanisme d'adaptation de l'organisme qui est adapté et qui va, dans ce contexte-là, faire ce qu'on appelle une boucle d'auto-amplification. C'est quoi? C'est l'activation du système rénine-angiotensine. Si vous avez un organe qui est ischémique, il va émettre des signaux qui vont conduire à vouloir maintenir la perfusion qui arrive à cet organe. La perfusion qui arrive à cet organe, c'est le contrôle de la pression artérielle. Donc il va y avoir tendance à augmenter la pression artérielle. Pour augmenter la pression artérielle, vous avez deux mécanismes d'action. Soit vous vasoconstrictez les vaisseaux pour faire de la résistance, vous augmentez la pression, soit vous augmentez ce qu'il y a dans les vaisseaux, c'est-à-dire la volémie. D'accord? C'est comme ça qu'on influe sur la pression artérielle. En pratique, il y a un mécanisme endocrinien, un système endocrinien qu'on appelle le système rénine-angiotensine-aldostérone, qui va conduire, dans ces situations d'ischémie tissulaire, en particulier rénale, puisque le rein, finalement, il est sensible à ce qui se passe dans l'organisme, même s'il n'y a pas forcément une insuffisance rénale, dans toutes les situations d'hypertension artérielle maligne, en fait, vous avez une activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc, quand vous avez une HTA maligne, vous dosez l'aldostéronémie, elle va être augmentée. Donc, ça ne sert à rien de la faire à la phase tout aiguë. Premier point. Deuxième point, pourquoi c'est important, c'est que ça va expliquer un certain nombre de signes associés. C'est que vous allez avoir l'angiodéprime 2, qui va être vasoconstrictrice, mais vous allez surtout avoir la production d'aldostérone. Et vous savez que l'effet de l'aldostérone, si vous vous rappelez votre cours de physiologie, d'FG2, l'aldostérone, elle a pour conséquence de favoriser la réabsorption du sodium. Donc elle joue sur la volémie. C'est normal, on active le système rénine-angiotensine pour maintenir la pression artérielle par vasoconstriction liée à l'angio 2 et par augmentation de la volémie par rétention sodée grâce à l'aldostérone. Sauf que pour retenir le sodium, l'aldostérone, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rejette, c'est pas elle qui rejette, mais elle entraîne une sécrétion tubulaire distale du potassium et de H+. Donc le corollaire de tout ça, c'est qu'on élève la pression artérielle, mais on abaisse la calémie, avec une kaliurèse qui va être augmentée, et on abaisse le taux de H+, en gros, finalement, on se met en alcalose métabolique. Donc vous avez à la fois une hypocalémie, normonatrémie, hypocalémie, alcalose métabolique, et pression artérielle plutôt élevée. Donc c'est une boucle d'auto-amplification, et c'est pour ça que c'est un cercle un peu vicieux. Et donc une bonne façon de casser ce cercle-là, à votre avis, c'est quoi? Pour ça que les deux mesures immédiates, quand vous avez une suspicion d'hypertension artérielle maligne, c'est la première des choses à faire, sauf si vous avez, moi je vais vous dire laquelle, c'est avant tout mettre au repos vos patients. Et en fait, vous les mettez dans un lit, en position allongée, vous calmez la sécrétion de rénine, d'accord? Deuxième chose à faire, c'est... Comment? Non. Au contraire, ça c'est typiquement le contraire. Il faut les hydrater en apportant du sel. Le fait d'apporter du sel, vous allez bloquer, vous allez avoir un feedback négatif sur la production d'aldostérone, et donc vous allez tempérer l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone. Donc les deux mesures symptomatiques habituellement à faire en cas d'hypertension artérielle maligne, c'est de mettre vos patients au repos allongé, et de les perfuser avec un sérum salé isotonique. Sauf, bien sûr, s'ils sont en OAP. S'ils sont en OAP, effectivement, là, tu mettras des diurétiques. Et donc, surtout, ne pas mettre de diurétiques à la phase aiguë de la prise en charge d'une hypertension maligne, parce qu'au contraire, vous allez aggraver la déplétion sodée, et donc cette activation du système rénine-angiotensine
en plus du problème de potassium. Sauf si votre patient est en OAP. D'accord? Ok. Vous avez une question? En fait, un organe ischémié, c'est que finalement, il ne reçoit pas suffisamment d'oxygène, de nutriments pour fonctionner correctement. Donc, on va dire, il va émettre des signaux pour dire, je ne reçois pas ce qu'il me faut pour fonctionner correctement. Et l'organe qui est particulièrement sensible à l'ischémie et la pression de perfusion des organes, c'est le rein. D'accord? Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais le rein, il est équipé pour se ressentir ça. Et pour adapter un certain nombre d'hormones, donc rénine, angiotensine et aldostérone, c'est tout le système. Même si, par exemple, la rénine est produite au niveau du rein, mais l'angiotensinogène, non. Tu vois, et l'aldostérone non plus. Donc il y a un effet quand même endocrine. Okay, pour réguler ce qui va jouer dans la pression de perfusion aux organes, puisqu'elle est abaissée, il faut la remonter. Pour la remonter, il faut jouer sur la volémie ou la résistance artérielle. C'est ça. Pourquoi on reste normosodé si on est en attention sodée? Comme vous avez dit tout à l'heure, que ça reste pareil. En fait, c'est l'anatrémie qui reste pareil. L'anatrémie, parce que l'anatrémie, c'est le reflet du bilan hydrique. Jusque-là, je n'ai pas parlé de la volémie, je n'ai pas parlé de l'ADH, on est d'accord? Okay. Mais ce qui se passe, c'est que comme vous avez une hyperpression artérielle, vous avez en gros une perte sodée parce que vous avez une hyperfiltration du sel par le rein. Donc en fait, vous perdez de l'eau et du sel, enfin l'eau accompagne le sel, donc c'est équilibré, donc ça ne joue pas sur la natrémie. Et donc on se déshydrate comme ça par un effet d'hyperpression. C'est comme si je poussais en amont de mon glomérule pour faire passer l'eau et le sel. Et donc finalement, dans le tubule rénal, il y a une hyperpression et donc ça finit par me déshydrater. Donc comme je suis déshydraté, je sécrète la rénine angiotensin aldostérone, je réabsorbe, ça fait l'hypocalémie et ça aggrave l'hypertension artérielle, qui elle-même aggrave la polylipsie parce que finalement, elle aggrave la pression. Donc pour casser un peu ce cercle vicieux, j'apporte du sel, je réhydrate en fait mon patient, je tempère l'activation du système rénine-angiotensin aldostérone, et puis parallèlement à ça, je contrôle bien sûr la pression artérielle, je mets des antihypertenseurs type l'oxène ou le Présil, le Rapidil. D'accord? Oui? Vous avez dit que les lactates, Non, là, il n'y a pas de lactate, tu vois, c'est pas de l'ischémie prolongée avec le lactate, c'est un changement de métabolisme cellulaire. D'accord? C'est tu passes en anaérobie, tu produis du lactate. Donc c'est pas du tout le sujet, c'est pas en gros, ça c'est ce que tu vois dans l'hypotension prolongée. D'accord? Là c'est de l'ischémie microcirculatoire, et pour que ça n'évolue pas vers, entre guillemets, de la nécrose tissulaire à la production de la lactate, là, tu as quand même la production du système rénine-angiotensin aldostérone, et c'est sous l'effet de l'aldostérone que tu vas avoir l'alcalose. Ok? Tu ne vois pas de lactate dans une hypertension artérielle maligne. Les lactates, tu les vois vraiment dans la situation, en fait, tu as une ischémie d'organes par hypotension artérielle qui entraîne une hypoperfusion d'organes. D'accord? Donc ça, vous avez répondu. Je reviens un tout petit peu. Donc ça, c'est exactement ce que je vous ai dit. L'urgence hypertensive, l'HTA maligne, les anomalies biologiques fréquentes, c'est l'insuffisance rénale avec protéinurie. Il faut se méfier, c'est que souvent on vous dit attention, une protéinurie, c'est témoin d'une néphropathie glomérulaire. En fait, quand vous avez une hypertension artérielle maligne, la partie du rein qui va être concernée, c'est le capillaire glomérulaire. En fait, ça vous donnera des choses qui peuvent ressembler à une glomérulopathie avec une protéinurie. Si en plus il y a de la microangiopathie thrombotique, ça peut même vous donner une hématurie. Enfin, voilà. Donc ça peut mimer une vraie néphropathie glomérulaire. Ensuite, habituellement, si vous normalisez la pression artérielle, cette protéinurie, elle finit par rentrer dans l'ordre. D'accord? Idem pour les stigmates de microangiopathie thrombotique, c'est-à-dire anémie hémolytique, mécanique avec schizocyte. Si vous normalisez la pression artérielle, normalement ça rentre dans l'ordre, et donc on dira que c'est des effets secondaires ou des signes associés à l'hypertension artérielle maligne, plus qu'une cause directe de l'hypertension artérielle maligne. L'hypocalémie, on en a parlé, la cause métabolique, j'aurais pu la rajouter. Les autres signes, donc signes généraux, asthénie, amaigrissement, céphalée, troubles, déshydratation extracellulaire, syndrome polylipsique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des tableaux quand même aigus. En gros, ça se met en place en quelques jours, maximum une semaine. Citez les 3 causes qui doivent être évoquées en priorité. Alors là, c'est un QRP. Pourquoi? Parce que très certainement, vous avez plusieurs causes que vous pouvez évoquer.
Il faut intégrer les causes les plus fréquentes, peut-être les plus graves. Forcément, on vous demande un petit peu de trancher, quoi. Oui? Attends. Toi, tu t'as déjà répondu, Mesdemoiselles du dernier rang. Alors là, j'ai quasiment que des demoiselles qui... Alors, aucune n'ose là me regarder. Mais c'est trop tard, tu m'as regardé, il ne fallait pas me regarder. Oui? Très bien. En fait, toutes les propositions sont correctes. Je dirais, en fait, à un bon QRP, il faudrait que quasiment 4 sur 5 propositions soient correctes. La difficulté, c'est de savoir qu'est-ce qui va vous amener à trancher. Ce qui va vous amener à trancher, c'est qu'en fonction de la situation, soit vous avez des indices qui vous évoquent plus particulièrement une cause, soit vous prenez en compte des arguments de gravité, soit vous prenez en compte des arguments épidémiologiques de fréquence. C'est-à-dire que le phéochromocytome comme la coarctation de l'aorte sont des maladies, je ne vais pas dire rarissimes, mais très rares. D'accord? La glomérulopathe chronique, en gros, les causes secondaires parmi les causes secondaires d'hypertension artérielle, les néphropathies, en particulier les glomérulopathes, c'est quand même un peu plus fréquent que le phéochromocytome. Polykystose rénale, c'est 1 pour 2000 patients, donc c'est 1 pour 1000, 1 pour 2000 patients, donc c'est quand même pas si rare que ça. La sténose de l'artère rénale, en particulier dans sa forme athéromateuse, elle n'est pas si rare que ça dans les causes d'hypertension artérielle maligne. Donc, l'HTA dite secondaire, finalement, là, on aborde la question qui devait être abordée dans ce cours par le biais de l'HTA maligne, parce que ça n'avait pas été traité, et parce que c'est un des modes de révélation, et parce que si on devait vous interroger sur un dossier d'HTA secondaire, si moi j'étais interrogateur internat, etc., enfin aux UDN, ce serait une bonne façon de commencer par une HTA maligne. Bon. Mais les HTA secondaires, ça peut se révéler indépendamment d'un tableau d'HTA maligne. On est tous d'accord. Hein. Okay. Et inversement, une HTA primitive peut également se révéler ou être associée à une HTA maligne. Ok. Donc maintenant, si on revient aux HTA secondaires, c'est moins de 10% des causes, c'est que très majoritairement, la plupart des hypertensions artérielles, même si on fait un bilan secondaire, etc., finalement, elles sont primitives ou essentielles, jusqu'à ce qu'un jour on identifie réellement la cause. Et donc, il faut pouvoir évoquer ces causes secondaires. Pourquoi? Parce que, parfois, leur cause est identifiable, le traitement ciblé sur cette cause va changer la prise en charge du patient. Et si vous traitez la cause, il se peut que votre patient n'ait pas besoin d'un traitement prolongé au long cours. Donc c'est très important de pouvoir les rechercher. Et puis parfois, cette cause secondaire nécessite une prise en charge au-delà de l'hypertension artérielle très spécifique. Donc bien sûr, il y a l'interrogatoire, l'examen clinique, etc. Et ça, quand on dit interrogatoire, ça, il faut en fait rechercher spécifiquement. C'est-à-dire que quand vous avez une néphropathie, un certain nombre de questions à rechercher, bien sûr, les valeurs de créate antérieures, la notion de néphropathie familiale, par exemple pour la polykystose autosomique dominante, etc., etc. Donc il y a un certain nombre d'éléments de l'interrogatoire et de l'examen qui vont être utiles avant même d'aller vers la paraclinique. Bien sûr, si vous êtes un sujet jeune, alors sujet jeune, ça veut dire quoi? C'est un peu compliqué. Je dirais, si vous avez une hypertension artérielle avant l'âge de 45 ans, et c'est d'autant plus vrai que vous avez moins que 45 ans. C'est-à-dire que c'est encore plus vrai si vous avez moins de 30 ans. C'est encore plus vrai si vous avez moins de 20 ans. Toute hypertension artérielle, c'est un sujet jeune, voire très jeune, c'est pas normal, et doit conduire systématiquement à la recherche d'une HTA secondaire. Pourquoi je dis ça? C'est que on est en 2025 quand même. Moi j'ai appris ça il y a quand même quelques années. Et pourtant, je vois venir des patients en néphrologie avec des dysfonctions rénales chroniques, alors même qu'en fait, on leur a diagnostiqué une hypertension artérielle à l'âge de 35 ans et que personne ne s'est jamais posé la question qu'à 35 ans, il fallait peut-être faire un bilan, c'est-à-dire une créatinine, un bilan endocrinien, etc. Regarder le patient, lui prendre la pression artérielle de côté, etc. Avant juste de le mettre sous antihypertenseur et de s'assurer qu'il a un traitement antihypertenseur. Vous voyez? Ça, il faut quand même vous l'imprimer pour la suite de votre pratique. HTA de sujet jeune, explorer. HTA hypocalémie. Alors oui, je vous ai dit, dans l'HTA maligne, ça entraîne une hypocalémie. Mais il y a d'autres causes d'HTA, là on est en dehors du contexte d'HTA maligne, qui vont être plus volontiers associées à une hypocalémie, et c'est notamment des causes d'HTA secondaires, avec des HTA dites endocriniennes, par modification du système rénine-angiotensin-aldostérone. En gros, dès lors que vous avez une activation du système rénine-angiotensin-aldostérone,
soit par une sténose de l'artère rénale, soit par une production excessive de rénine, par exemple une tumeur rénine, soit par un hyperaldostéronisme primitif ou secondaire à l'élévation de la rénine, soit par des mutations qui vont toucher l'axe de signalisation de l'aldostérone, et ben vous allez avoir un effet dit aldostérone-like, c'est-à-dire en gros une hypocalémie, une alcalose métabolique et une hypertension artérielle. D'accord ? Ça, c'est super important de garder en tête. Si vous avez un tableau d'HTA et d'hypocalémie, ou une calémie limite basse, il va falloir aller regarder les causes endocriniennes, notamment tout ce qui va donner l'hyperaldo. L'HTA d'emblée sévère, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez un patient qui arrive d'emblée avec une hypertension artérielle à plus de 180-110, il faut suspecter un peu plus volontiers les causes secondaires. Et puis, bien sûr, l'HTA résistante, c'est aussi une raison, c'est en gros un facteur de gravité, c'est quand vous avez mis les bons traitements et que malgré ces bons traitements, ça résiste au traitement et que le patient prend bien son traitement, il faut aller chercher ces causes secondaires. Alors, quelles sont-elles ces causes secondaires? Alors, les néphropathies, je dirais toute néphropathie, a fortiori une néphropathie vasculaire, mais alors là, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'une néphropathie vasculaire peut être la conséquence de l'HTA et peut être l'origine d'une HTA. Dans la néphropathie vasculaire, globalement, on considère que la néphropathie vasculaire elle est conséquence de l'HTA. D'accord. Mais un effet un peu d'auto-aggravation. Par contre, les glomérulopathies, elles sont volontiers, ça dépend desquelles, mais un certain nombre de glomérulopathies, d'atteintes glomérulaires, vont donner des HTA associés. Idem, la polykystose rénale, une de ses premières manifestations, c'est l'hypertension artérielle du sujet jeune. C'est-à-dire qu'avant même de développer une aisance rénale, chez les patients qui ont quelques kystes, finalement, on ne leur fait pas d'échographie, mais un des modes de révélation, c'est l'hypertension artérielle du sujet jeune. Souvent, ils rentrent comme ça dans la maladie. Dernier point, c'est que bien sûr, ensuite, ces néphropathies, elles peuvent toucher le sujet jeune ou moins jeune, mais il y a des néphropathies qui sont moins associées à de l'hypertension artérielle. C'est typiquement les néphropathies tubulaires-interstitielles. Classiquement, elles ne sont pas associées à de l'hypertension artérielle aiguë. L'hypertension artérielle, elle arrive dans un stade avancé de la néphropathie. Mais bon, vous devez retenir que les maladies rénales, quelques maladies comme les glomérulopathies, les néphropathies vasculaires type sténose de l'artère rénale, tout bêtement, ou les néphropathies héréditaires comme la polykystose peuvent donner de l'hypertension artérielle secondaire. Donc la sténose de l'artère rénale, ça ne donne pas forcément de dysfonction rénale si c'est unilatéral. Vous savez ce que c'est la sténose de l'artère rénale? C'est l'aorte, les artères rénales qui émergent de l'aorte et ensuite qui vont irriguer le rein. Forcément, si vous avez une sténose, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'axe système rénine-angiotensin-aldostérone? C'est activé, donc ça fait augmenter l'angiotensine, vasoconstriction, ça fait augmenter l'aldostérone, les mêmes effets que je vous ai décrits tout à l'heure. Donc ça donne une hypertension artérielle, et ça même si c'est unilatéral. Bien sûr, si c'est bilatéral, c'est d'autant plus augmenté. On est d'accord. Et donc ça n'implique pas forcément qu'il y a une insuffisance rénale associée. Okay. Il y a deux grands types de sténose de l'artère rénale. Soit c'est de la sténose vasculaire classique sur de l'athérome. Donc ce patient il est diabétique, il est dyslipidémique, il est obèse. Ok. Donc ça c'est bon à savoir, c'est la plus fréquente. Soit vous avez des maladies de la paroi artérielle. Comment on les appelle celles-là? Alors c'est les causes vasculaires, mais en fait vasculopathie, c'est les fibrodysplasies. Plutôt la femme, un contexte familial ou héréditaire avec un aspect différent entre la forme athéromateuse, où il y a des plaques d'athérome tout bêtement, et la forme fibrodysplasique où c'est la paroi de l'artère rénale qui va être pathologique. Une fois qu'on a dit ça, comment ça se révèle une hypertension, enfin une sténose sur l'artère rénale? Ça peut être une HTA isolée, bon, et ça peut ensuite donner ce qu'on appelle des tableaux d'OAP flash. C'est en gros un patient qui, pour une raison quelconque, va avoir un tableau d'OAP aigu assez rapidement résolutif, et puis il va revenir un mois plus tard, alors qu'il a un cœur qui fonctionne correctement, à nouveau avec une poussée hypertensive et un OAP. Et en fait, ces OAP flash, cette répétition d'OAP brutaux, alors que le patient n'était pas en surcharge hydrossodée, mais il se retrouve quand même dans son ventriculaire gauche, à la phase aiguë, avec de l'eau et du sel dans les poumons. Ça doit vous faire évoquer et rechercher une sténose de l'artère rénale unilatérale ou bilatérale. L'autre chose, c'est que si vous avez une sténose
unilatérale, vous risquez, surtout sur le long terme, d'avoir une ischémie rénale et donc une atrophie rénale qui va être asymétrique en termes de taille par rapport au côté contralatéral. L'autre point, c'est que si ces patients-là, je leur mets un IEC ou un ARA2, qu'est-ce qui va se passer? Je bloque le système rénine-angiotensine-aldostérone. D'accord? Donc, si je bloque le système rénine-angiotensine-aldostérone, il y a deux choses. C'est un, ça répond très bien en termes d'hypertension artérielle, c'est le traitement médical. Mais si c'est bilatéral, je vais entraîner une insuffisance rénale aiguë rapidement progressive. Donc, en d'autres termes, quand vous avez une sténose de l'artère rénale bilatérale, c'est théoriquement une contre-indication à la mise en place d'un traitement médicamenteux, par ECRA2, et c'est une indication pour aller dilater. D'accord? Je ne vais pas aller sur les traitements parce que les prises en charge sont spécifiques et je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Mais donc, sténose d'artère rénale, HTA, OAP flash, asymétrie taille des reins, et insuffisance rénale, quand on met aiguë, quand on met sous IECRA2, il faut y penser. Et habituellement, quand on donne des IECRA2, on dit on tolère jusqu'à 30% d'élévation de la créatinine. Au-delà, il faut arrêter les IECRA2 et éliminer une sténose d'artère rénale. D'accord? Bon. Non, c'est juste les IECRA2 parce qu'ils vont bloquer le système rénine-angiotensine-aldostérone. Alors ensuite, tu pourrais me dire, oui, mais si je mets un anti-aldo, est-ce que j'ai la même chose? La réponse est un peu oui, mais tu ne mets jamais un anti-aldo en première intention. Non, c'est parce que tu bloques l'IEC, c'est l'enzyme de conversion qui bloque la conversion angiotensinogène en angiotensine. Et donc en fait, tu casses en fait le système d'activation et qui permet la perfusion rénale du côté sténosé. Tu vois, tu as un effet beaucoup plus mécanistique direct. D'accord? Les hyperaldostéronismes. Alors là, c'est les fameuses HTA hypocalémiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est un peu compliqué parce que vous avez normalement plusieurs causes. Il faut bien comprendre que vous prenez en gros tout ce qui concourt à une augmentation de l'aldostérone ou de ses effets. Vous avez fait ça quand même, aldostérone signalisation en DFG2. Ouais. Donc, je vous ai pas remis de schéma, mais il faut juste se rappeler que pour arriver à l'aldostérone, il faut l'angiotensine 2, il faut l'angiotensinogène, il faut l'enzyme de conversion, il faut la rénine. D'accord? Donc, par exemple, si j'ai une hypersécrétion de rénine, typiquement, j'aurai en bout de course un hyperaldostéronisme. Ok? Est-ce que ça existe des situations où j'ai une hypersécrétion de rénine, un hyperréninisme? Oui? Il y a des tumeurs à rénine. Ça existe. Il y a d'autres situations qui donnent des situations d'hyperrénisme. C'est typiquement chez le patient diabétique, patient VIH, patient âgé de plus de 65 ans. Ok? À la limite, retenez diabétique, VIH. C'est pas dans vos bouquins, tout ça, c'est de la culture G, mais c'est. Ok? Et ça veut dire la tumeur rénine non plus, mais on vous interrogera jamais sur une tumeur rénine, mais c'est juste pour comprendre comment, si vous intégrez la physiologie, vous pouvez avoir un hyperaldostéronisme qu'on dira secondaire à l'élévation de la rénine, d'accord, et qui va conduire à une hypertension artérielle. Ok. Bien sûr, on parle d'une situation où le point de départ, c'est l'hypertension artérielle. C'est très important de garder ça en tête, parce que dans les situations d'hypotension artérielle, vous avez aussi ce qu'on appelle une activation du système rénine-angiotensine. Pour autant, ce n'est qu'un effet compensateur, tentative de régulation. Mais vous partez de la situation de départ qui est une hypotension artérielle. Donc là, on n'évoque pas les mêmes causes. Là, on est au départ dans une situation d'hypertension artérielle, on découvre une augmentation de l'aldostérone associée à une augmentation de la rénine plasmatique. Donc le rapport aldo sur rénine va être d'une façon augmentée ou pas, mais l'augmentation de la réninémie témoigne dans une situation d'hypertension artérielle, de production excessive et anormale de la rénine. Ça, c'est rare. D'accord? Situation moins rare, c'est une augmentation de l'aldostérone, par là où elle est produite. Où est produite l'aldostérone? Dans la médulle surrénale. Et donc, si j'ai une augmentation de la production de l'aldostérone, ça peut être lié à quoi? À une tumeur. Quelle est la tumeur la plus fréquente? L'adénome de la médulle surrénale, c'est ce qu'on appelle l'adénome de Cohen. D'accord? Donc ça, c'est une tumeur bénigne qui va sécréter de façon excessive l'aldostérone. Autre possibilité, c'est ce qu'on appelle l'hyperplasie des surrénales.
ou encore un cancer des surrénales ou de la surrénale, d'accord? Donc soit on est dans le malin, c'est le cancer, c'est rare, soit on est dans l'hyperplasie, c'est un peu plus fréquent, soit on est dans l'adénome, c'est le plus fréquent. Ok? Et bien entendu, ça va se traduire comment? Ça va entraîner une augmentation de l'aldostéronémie, et la rénine va être comment? Va être diminuée. Donc le rapport aldo sur rénine va être très augmenté. Vous voyez, c'est différent de la première situation. Ça, c'est ce qu'on appelle l'aldostéronisme primaire ou primitif. Ok. Est-ce que je peux avoir d'autres situations d'hypertension artérielle qui pourraient également être associées à l'hypocalémie? Je vais te répondre ou je vais te laisser répondre. Et qui ne relèveraient pas ni d'un hyperaldostéronisme primaire, ni d'un hyperaldostéronisme secondaire, alors même que j'ai une hypertension artérielle qui est liée à cet axe-là. Vous avez dit que la rénine était augmentée dans le temps que vous avez un hyperaldostéronisme primaire. Pourquoi c'est Non, la rénine, si la rénine et l'aldostérone sont augmentés, on dit que c'est un hyperaldostéronisme secondaire à l'augmentation de la rénine. Parce que tu pourrais avoir une tumeur à rénine. Tu vois? En gros, tu doses l'aldostérone, tu as une HTA hypocalémie, tu doses l'aldostérone et la rénine. Si la rénine est augmentée et l'aldostérone est augmentée, l'augmentation de l'aldostérone elle est secondaire à l'augmentation de la rénine. Donc il faut trouver pourquoi tu as une augmentation de la rénine, typiquement une tumeur à rénine, ou des situations un peu particulières chez le patient VIH, néphrite interstitielle ou diabétique. Parce que quand tu as un adénome, tu produis de l'aldostérone. L'aldostérone entraîne la réabsorption du sodium. Or, c'est la quantité de sodium qui va entraîner, réguler la sécrétion de rénine, on y parlera, parce que la rénine est sécrétée par l'appareil juxtaglomérulaire. Il y a une connexion, ce qu'on appelle tubuloglomérulaire. Quand le sodium passe dans le tube contourné distal, il est perçu au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire et ça inhibe la sécrétion de rénine. Exactement. Donc une augmentation de l'aldostéronémie entraîne par rétrocontrôle négatif une réduction de la production de rénine. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une production exagérée de rénine et c'est ça la cause initiale. D'accord? Donc, qui n'a pas répondu? Tu vas répondre à ma question ou pas? Parce que moi j'ai posé une question. Hein. Quelqu'un va répondre à ma question. Ma question c'est, je vous ai dit, première situation, HTA hypocalémie. Une première situation, c'est la rénine est augmentée, l'aldostérone est augmentée. C'est les hyperénismes. Deuxième situation, là typiquement la sténose de l'artère rénale, ça va entraîner une augmentation de la rénine et une augmentation de l'aldostérone. D'accord? Si il n'y a pas de sténose de l'artère rénale, il faut regarder une production moléculaire exagérée de rénine, c'est tu as un rénine par exemple. Bon. Si la rénine est basse et l'aldostérone est augmentée, c'est l'hyperaldo dit primaire, c'est-à-dire l'adénome de Cône, l'hyperplasie surrénale ou le cancer de la surrénale. Si la rénine et l'aldostérone ne sont pas augmentés, mais ce que je constate chez mon patient, c'est les mêmes effets qu'un hyperaldostéronisme. C'est ça que je vous demande. Donc je vais répondre à ta question, puis ensuite, ceux qui ont la réponse prendront la parole. Je voulais savoir la différence entre une tumeur de Cône et un phéochromocytome. C'est pas la même chose. Non, mais tu as raison de poser la question. C'est de la surrénale. Alors, phéochromocytome, ça peut être en dehors de la surrénale. D'accord? L'adénome de Cône, c'est une tumeur qui produit de l'aldostérone. Et elle est localisée au niveau de la médullo-surrénale. Le phéochromocytome, c'est une tumeur, alors je ne vais pas dire histologiquement si c'est neuroendocrine ou pas, mais en tout cas, elle s'associe à la production de méthanéphrine ou norméthanéphrine qui vont être très augmentées. En gros, c'est de l'adréno-surrénale, d'accord? Et donc, ça va donner une production exagérée, par exemple, de noradrénaline, d'adrénaline ou de méthanéphrine. En fait, c'est le méthanéphrine qu'on mesure. D'accord? Et c'est ça le phéochromocytome. Ok? Le catécholamine, pardon. C'est ce qui est sécrété par le phéochromocytome. En gros, c'est des catécholamines. D'accord? C'est qu'au niveau de la surrénale, il n'y a pas que la production d'aldostérone, il y a la production par la corticosurrénale des corticoïdes, des stéroïdes naturels. Ok?
il y a aussi la production de catécholamines. C'est pour ça qu'on dit, dans la situation de stress, on décharge des catécholamines, mais ce n'est pas uniquement produit par les surrénales, et donc c'est pour ça que vous pouvez avoir des phéochromostomes ailleurs que sur les surrénales. Okay, parce que vous avez de syndrome. Enfin, les sources de catécholamines peuvent être produites ailleurs. Okay, donc j'avais posé une question, quelqu'un avait la réponse? Vas-y. Alors, c'est vrai, mais tu places un petit peu à côté. Très bonne réponse. Pour faire en plus la transition avec ce que je viens de dire, vous avez ce qu'on appelle des corticoïdes, ou des corticostéroïdes, et des minéralocorticoïdes. L'aldostérone, c'est un minéralocorticoïde, on est d'accord? Okay. Vous savez que normalement, les minéralocorticoïdes, ils se fixent sur leur minéralocorticoïde récepteur. Okay, qui est exprimé de façon plus ou moins ubiquitaire, mais fort heureusement, je dirais la tissu spécificité d'action des hormones est faite en sorte qu'il y a des mécanismes de régulation qui font qu'on empêche par exemple les corticostéroïdes de se fixer au minéralocorticoïde récepteur et inversement. D'accord ? Typiquement au niveau rénal, on a une hormone, ou une enzyme, pardon, qui empêche que les corticostéroïdes viennent se lier aux minéralocorticoïdes. Ça, c'est en situation physiologique. Quand j'apporte des corticoïdes par la bouche, ou que j'ai une tumeur qui sécrète énormément de corticoïdes, ou que j'ai un adénome central hypophysaire qui sécrète de la CTH et qui induit un syndrome de Cushing. J'ai une production excessive supraphysiologique de corticoïdes, de corticostéroïdes. On est d'accord? Donc, même s'ils se fixent avec une moins bonne affinité aux minéralocorticoïdes, le fait d'en avoir en très grande quantité fait qu'en définitive, ils vont avoir un effet minéralocorticoïde-like. Okay, et donc, effectivement, quand j'ai un syndrome de Cushing, quelle qu'en soit la cause, ou que je prends des corticoïdes exogènes, c'est la même chose, hein, ça entraîne un syndrome de Cushing, je peux avoir un effet minéralocorticoïde-like. Ok. Donc, c'est une très bonne réponse. Ça doit vous amener à évoquer un certain nombre d'autres situations. Ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Non? Non. Eh bien, je vais vous les donner. Les minéralocorticoïdes, ils se fixent sur leur récepteur aux minéralocorticoïdes qui est au niveau de la cellule tubulaire, au niveau de la cellule principale du canal collecteur. On est d'accord? Jusque-là, c'est la philosophie de la. Ça passe la membrane parce que ce sont des hormones qui sont liposolubles. Donc elles n'ont pas besoin de récepteurs pour traverser la membrane, elles passent la membrane, elles se lient à leur récepteur. Et quand elles se lient à leur récepteur, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont activer un certain nombre de transporteurs ou de canaux qui vont être exprimés au niveau de la cellule tubulaire proximale pour entraîner la réabsorption de sodium. Quel est ce canal? C'est le canal ENaC. Ça vous dit quelque chose? Les effets de l'aldostérone pour réabsorber le sodium, c'est via la cellule tubulaire, cellule principale du tube collecteur, c'est-à-dire la réabsorption via le canal ENaC. Ok? Si j'ai une mutation activatrice du canal ENaC, c'est le syndrome de Liddle, L-I-D-D-L-E, ok? Ça va entraîner une réabsorption exagérée de sodium, mais ce n'est pas lié à un hyperaldostéronisme, c'est lié à la mutation de ce canal. Donc l'aldostérone va être comment? Puisque j'hyper-réabsorbe mon sodium, basse. La rénine va être comment? Basse, mais je vais avoir un effet exactement superposable à un hyperaldo primaire. Aldostérone basse, rénine basse. On est d'accord? C'est ce qu'on appelle un pseudo-hyperaldo. Ok? Autre possibilité, c'est que j'ai une mutation activatrice du récepteur minéralocorticoïde. Autre possibilité, c'est que j'ai une enzyme qu'on appelle la 11-bêta-déshydroxygénase. Ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Si vous mangez beaucoup de réglisse, ou si vous avez une mutation qui inhibe cette enzyme, parce qu'elle touche le gène qui code pour cette enzyme, ou si vous buvez du pastis sans alcool, des boissons anisées, etc., vous allez inhiber cette enzyme, et cette enzyme, il fait quoi? C'est un enzyme qui inactive les corticostéroïdes au niveau de la cellule principale du canal collecteur pour empêcher l'effet minéralocorticoïde des corticostéroïdes.
les choses se rejoignent. Vous comprenez? Ok? Donc, en fait, vous avez dans les HTA hypocalémiques un truc que vous devez connaître, c'est en gros les hyperaldos primaires, mais à côté, vous avez en gros des hyperaldos dits secondaires et vous avez des pseudo-hyperaldos. Vous avez les effets de l'aldostérone sans voir l'augmentation de l'aldostérone ou de la rénine. Et là ensuite, il y a des causes très spécifiques, je ne vous demande pas de les revenir, mais c'est juste garder en tête qu'il y a 3 grands cas. D'accord? Et donc dans ces situations-là, on aura toujours une hypocalémie, on aura une HTA plutôt sévère du sujet jeune, moins jeune, etc. Et puis parfois, quand on fait une imagerie sur la surrénale, parce qu'on a confirmé l'hyperaldo, on trouve l'adénome de Cohn. Parfois, on est même obligé d'aller doser dans les veines surrénales la production de minéralocorticoïdes pour être sûr que la tumeur est à droite ou à gauche. Pourquoi? Parce que derrière, s'il faut opérer, il faut aller enlever une surrénale, il ne faut pas se tromper de côté. D'accord? Autre chose fréquente qu'on pense à moins rechercher, mais qu'il faut savoir rechercher, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc là, en général, vous avez les conséquences des apnées nocturnes qui entraînent une hypersomnie diurne, une asthénie matinale des céphalées, et en gros, vous avez un contexte favorisant, c'est-à-dire l'obésité ou le surpoids, et un patient, tout bêtement, vous interrogez sa femme, est-ce qu'il fait des apnées ou pas? Ça peut être aussi les femmes, vous interrogez leurs compagnons si elles font des apnées ou pas, et si elles ronflent ou pas. D'accord? Ça, c'est important de le mettre en évidence. Ça se met en évidence par une oxymétrie nocturne, ou une polysomnographie pour mettre en évidence vraiment les apnées. L'oxymétrie, c'est juste la désaturation la nuit. L'idée, c'est que ça s'appareille par une CPAP, en gros une pression positive la nuit, pour empêcher la fermeture des voies aériennes, et donc l'hypooxygénation, et donc la fatigue matinale, etc. Les patients sont améliorés. Ça perturbe un peu la vie de couple, mais c'est important. Et puis, dernier point, truc qui est quand même rarissime, mais qu'il faut savoir quand même évoquer, ce qu'on appelle le phéochromostome. Là, c'est une tumeur qui produit en fait des décharges de catécholamine, donc qu'on dose en faisant un dosage de méthanéphrine, norméthanéphrine. Donc c'est adrénaline, noradrénaline, mais en fait c'est tout un package qui est dosé et qu'on peut doser dans le sang et ou dans les urines de 24 heures, sur les urines de 24 heures, qui va se manifester par une triade qu'on appelle céphalée, sueur, palpitation. Et c'est hyper important de savoir les dépister parce que typiquement ces patients-là, si vous voulez les opérer, soit pour les opérer de leur phéochromostome, ou parce que vous voulez les opérer autrement pour une prothèse totale de hanche et que vous n'avez pas fait de diagnostic, en pratique, ils vont faire une décharge de catécholamine et ils vont risquer l'arrêt. D'accord? Parce qu'ils vont se mettre en trouble du rythme et ensuite ils peuvent s'arrêter sur table. Ça, c'est un peu. Et puis quand vous les opérez, les phéochromostomes, c'est une chirurgie très lourde, parce que si vous les opérez, il peut y avoir ce relargage aigu de catécholamine et ça peut mettre votre patient sur le tapis. Donc, allez, deuxième cas clinique, je sais qu'on a dépassé un petit peu, mais on va essayer quand même maintenant d'avancer plus sur le côté pratico-pratique. Donc, on a abordé quasiment la plupart des aspects pédagogiques. Donc, un patient de 55 ans, obèse, qui consulte pour une fatigue persistante, une somnolence diurne. Vous voyez où est-ce que je veux vous amener? Prise de la pression artérielle au cabinet confirme une élévation de la pression artérielle. Le reste de l'examen est sans particularité. Son traitement comporte l'irbésartan, les Idarex et l'amlodipine à dose optimale. Quelles causes d'HTA résistantes doivent être recherchées? Non-observance thérapeutique, vous avez le droit de me dire oui en cœur. Apnée du sommeil? Médicaments? Hémorragie cérébrale? Non, c'est plutôt une conséquence. Hyperaldo primaire? Bon, ok. HTA résistante, vous avez déjà fait, donc j'ai pas besoin de faire. En cas de suspicion d'HTA secondaire, on a dit syndrome d'apnée du sommeil, consommation excessive d'alcool, HTA médicamenteuse. Vous voyez, on retrouve la réglisse dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il n'y a pas que la réglisse qui donne des HTA secondaires, des toxiques, ecstasy, amphétamine, cocaïne, contraception, prise d'alcool. Il y a plein de causes médicamenteuses ou toxiques, je dirais communes, qui sont à l'origine d'une HTA médicamenteuse ou toxique. Les maladies rénales, j'en ai parlé, sténose artérielle, j'en ai parlé, hyperminéralocorticisme et syndrome apparenté, j'en ai parlé, primaire, j'en ai parlé, secondaire, aldostérone rénine élevée, typiquement sténose artérielle, et le pseudo-hyperaldo, j'en ai aussi parlé, on est bien d'accord? Dans lequel il y a le Cushing, que tu as évoqué tout à l'heure, et la prise de réglisse, dont j'ai également parlé. Ok?
le phéochromostome, et puis la coarctation de l'aorte. Alors la coarctation de l'aorte, vous pouvez m'expliquer comment ça marche? Réfléchissez. Vas-y. Il y a l'aorte qui est mal structurée, et du coup, ça va dans l'autre sens. Alors, en fait, coarctation de l'aorte, c'est soit physiologiquement, soit finalement de façon acquise, une sténose de l'aorte. Ouais, exactement. Et donc, en fait, ça va toucher quelles artères? En fait, c'est comme une sténose de l'artère rénale, mais au niveau de l'aorte. Donc, en gros, il va y avoir une ischémie d'aval, notamment qui touche les artères rénales, et donc il va y avoir l'activation du système rénino-angiotensinien et la production d'hypertension artérielle. D'où l'intérêt d'aller palper les poumons aux 4 membres et la prise de pression artérielle aux 4 membres. D'accord? Et si vous avez un membre où ça a baissé, il faut peut-être un peu suspecter ça et faire des imageries orientées. Donc, si on veut éliminer ces causes-là, l'oxymétrie nocturne ou la polysomnographie, c'est pour le syndrome de l'apnée du sommeil. Le Doppler artériel, c'est pour la sténose artérielle. L'angioscanner abdominal, typiquement, c'est plutôt pour quand vous suspectez une coarctation de l'aorte. Ça peut être parfois aussi une angio-IRM pour les sténoses artérielles. Sur les urines des 24 heures, typiquement, on fait natriurése, créate, protéinurie, ça c'est pour la néphropathie. Méthanéphrine, non-méthanéphrine urinaire, sur les urines de 24 heures, c'est pour le phéochromostome. On pourrait le faire que méthanéphrine, non-méthanéphrine, libre plasmatique. Donc ça c'est plus facile parce que vous n'avez pas besoin de faire un recueil sur 24 heures, vous faites juste dans le sang. L'aldostéronurie et la cortisolurie libre sur les urines de 24 heures, elles sont augmentées soit dans le Cushing pour la première, soit dans l'hyperaldo. Mais en général, c'est beaucoup plus simple de doser de l'aldostérone dans le sang que d'aller faire un recueil d'urine de 24 heures et doser de l'aldostéronurie. Mais si vous voulez confirmer votre hyperaldo, vous pouvez faire l'aldostéronurie. Le bilan étiologique d'une néphropathie, c'est toujours la même chose. C'est en gros, vous faites une échographie rénale, une imagerie rénale, vous faites un CBU pour l'hématurie, pas l'hématurie, et vous faites une protéinurie, vous typez la protéinurie avec la créatinine, bien entendu. Et puis le dosage hormonaux, je pense que c'est ça le plus important à retenir. C'est rénine-aldo, soit couché, soit debout, mais le plus souvent maintenant c'est couché quand même. Méthanéphrine, non, méthanéphrine libre plasmatique, donc ça c'est plus simple que d'aller faire de dosage dans les urines. Et puis ensuite, quand on a une suspicion d'hypercorticisme, on peut faire ce qu'on appelle un test de freinage, minute, en cas de suspicion d'hypercorticisme. Mais en général, l'hypercorticisme, avant de faire le test de freinage minute, on dose le cortisol libre urinaire sur les urines de 24 heures. D'accord? Quels symptômes sont évocateurs d'un SAOS? Somnolence diurne. Bon. Ronflement. Pause respiratoire. Rapporté par le compagnon ou l'épouse. Voilà. Sueur nocturne. Non. Hypotension matinale? Non. Ok? Quel examen est indiqué chez ce patient? Polysomnographie. Épreuve fonctionnelle respiratoire plutôt non. Évaluation ORL, oui. D'accord? Alors, normalement, ça dépend, vous ne pouvez pas un cours sur le SAOS, mais il y a l'oxymétrie nocturne qui est la plus simple à faire. En gros, vous cherchez des désaturations. Polysomnographie, c'est qu'il faut aller dans un mode de sommeil, dormir sur place pour capturer les apnées. Voilà. Et puis l'évaluation ORL pour effectivement voir s'il n'y a pas un obstacle, ou en tout cas une conformation particulière qui explique un petit peu ces apnées. Citez les 3 affirmations correctes concernant le SAOS et l'HTA. Le traitement améliore le contrôle tensionnel. Bien. Il n'y a pas lieu d'indiquer une prise en charge spécifique. C'est faux. L'HTA résistance peut être une des manifestations. Oui. L'obésité est un facteur fréquemment retrouvé dans le contexte d'HTA résistance. Oui. L'ECG suffit. Ben non, n'importe quoi. 3e cas clinique, et puis après on va s'arrêter. J'aurais d'aborder un petit peu, on ne voudrait pas. 49 ans, médecin traitant, HTA récemment diagnostiqué, pas d'antécédent cardiovasculaire connu, non fumeur, ne consomme pas d'alcool, ne prend aucun traitement. Bilan systématique avec 165/105, examen normal, ECG normal, calémie à 3. Vous voyez là où je veux en venir. HTA, hypocalémie. À la biologie de routine. En dehors d'une situation d'urgence hypertensive, quelles causes peuvent entraîner une HTA avec hypocalémie? Rappelez-vous, quand j'ai une urgence hypertensive à fortiori une HTA maligne, quelle qu'en soit la cause, je peux avoir une hypocalémie. Donc, toujours, je recontrôle les choses à distance. Typiquement, l'aldostérone va être remontée à la phase aiguë, il faudrait que je la recontrôle à distance sous traitement dit neutre. L'aldostéronisme primaire. Cushing. Polykystose. Non. Glomérulopathie. Non. Tumeur de la surrénale. Oui. Quels examens demandez-vous en première intention? Dosage de l'aldostérone et de la rénine. Doppler artériel. Pourquoi? Parce que le médecin, pas tous les médecins, ils savent faire ça. Non mais,
Là, t'es le maître du monde, donc toi, tu prescris, tu vois. Donc ça, c'est pas une bonne raison. Donc oui, cortisone libre urinaire sur les urines de 24 heures. Cortisone libre urinaire sur les urines de 24 heures. Oui. IRM cérébrale. Test dynamique de freinage. Enfin, pas tout de suite, quoi. En fait, vous faites d'abord le cortisol libre urinaire. Si vous avez une hypercortisolurie, vous suspectez un syndrome de Cushing, et là, vous faites un test de freinage. Ok? Parce que la sténose de l'artère rénale, c'est une des causes les plus fréquentes d'hyperaldostéronisme. D'accord? Et d'HTA hypocalémique. Oui, ça se fait en première intention. Alors, c'est vrai que tu peux me dire, c'est un peu bizarre parce qu'il a 49 ans, il n'est pas athéromateux, ouais, mais il est peut-être fibrodysplasique. D'accord? Et la fibrodysplasie, vous n'allez pas faire de diagnostic chez un patient athéromateux. C'est des patients qui n'ont pas de facteur de risque cardiovasculaire connu. Quels signes peuvent orienter vers un hyperaldo? Une élévation concomitante de la rénine. Alors oui, parce que ce n'est pas un hyperaldo primaire. Caliurèse inadaptée à la calémie. Bah, réfléchissez. Quel est le mécanisme de l'hypocalémie dans l'hyperaldo? C'est une perte rénale de potassium, donc la caliurèse elle va être inadaptée. D'accord? Ah oui, c'est beaucoup plus évident. Crampe musculaire. Non, ça pourrait être lié à l'hypocalémie, mais pas à l'hyperaldo. Enfin, je vois pas le lien. Bradycardie. C'est pas spécifique de l'hyperaldo. Et alcalose métabolique. D'accord. J'ai laissé crampe musculaire, j'aurais plutôt mis non. Ça, on l'a déjà abordé. Parmi les propositions concernant l'hyperaldo primaire, citez les 3 qui sont vraies. Il est associé à un freinage de la sécrétion de rénine. Merci. Il entraîne une acidose métabolique. Le dosage hormonal est influencé par certains antihypertenseurs. Ça sonne bien. Ouais. Bon, on va en parler ça un peu après. Il s'accompagne systématiquement de syndrome Cushing-Cohen. Ah non, c'est le minéral corticoïde, ça n'a rien à voir avec les corticostéroïdes. Il est plus fréquent que le phéochromostome, beaucoup plus fréquent. Ok? Juste, c'est important, quand vous dites faites les dosages rénine à aldostérone, bien sûr. Si je vous mets un anti-rénine à votre avis, votre rénine elle va être comment? Bon, les anti-rénines, on ne les prescrit plus aujourd'hui, donc tranquille. Par contre, si je vous mets un IEC ou un ARA2, comment va être la rénine, comment va être l'aldostérone? La rénine, elle peut être plutôt augmentée. Parce que, en fait, il faut situer où intervient l'antagoniste des récepteurs angiotensin 2 ou l'IEC. Il intervient en aval. Donc, s'il inhibe la signalisation d'aval, donc on réduit la concentration d'aldostérone. Donc, tu peux avoir par feedback négatif une augmentation de la sécrétion de rénine. Ok? Globalement, c'est ça le truc. Donc, IEC-ARA2, ça joue, ça perturbe la rénine, et ça perturbe surtout l'aldostérone qui va être plutôt abaissé. Alors vous pouvez me dire, oui, mais c'est pas grave, parce que si l'aldostérone est très augmentée, sous IEC ou ARA2, ça veut dire qu'il y a encore plus un hyperaldo. Je dirais, vous auriez raison, mais globalement, il faut savoir que, habituellement, ces dosages-là, on ne les fait pas sous IEC-ARA2. Mais pas uniquement. Quel autre traitement couramment utilisé dans l'hypertensiologie, pas uniquement, peut influer sur les dosages de la rénine et de l'aldostérone? ARA2, je viens de le dire, IEC, ARA2, oui. Les diurétiques. Les diurétiques vont jouer sur le bilan sodé, ils vous font perdre du sel. Donc forcément, quel que soit le diurétique, vous allez avoir tendance à activer le système rénine-angiotensin aldostérone. Donc si vous allez doser chez un patient qui prend des diurétiques, l'aldostérone, elle va avoir tendance à être plutôt élevée, et la rénine également. Donc méfiance. Habituellement, ces dosages hormonaux, on doit les faire sous traitement dit neutre. Et traitement neutre, c'est pas de bêta-bloquant, pas de diurétique, pas d'IEC, pas d'ARA2. C'est des inhibiteurs calciques, type Loxène, type anticentraux ou alpha-agonistes, c'est-à-dire en gros hyperium ou précieux. Ce qui est parfois compliqué quand vous avez des hypertensions artérielles très sévères. Et donc en fait, parfois, se mettre dans les bonnes conditions pour faire les dosages hormonaux comme il faut, c'est pas si évident que ça. Et donc c'est des milieux un peu spécialisés, parfois, quitte à perfuser les antihypertenseurs en continu à la seringue électrique,
pour pouvoir normaliser la pression artérielle et faire le dosage hormonaux. D'accord? Ça, gardez ça aussi en tête. Allez, votre externe vous interroge sur les démarches diagnostiques supplémentaires envisagées une fois le diagnostic d'hyperaldostéronisme primitif établi. Que lui répondez-vous? Qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Alors, hyperaldo primaire, tu fais pas un test de freinage. La biochimie primaire, mesurer la qualité. Je reformule les choses. Vous avez fait le diagnostic d'hyperaldo primaire. Comment vous avez fait le diagnostic? Sur quelle base? Je vous l'ai déjà dit. Biologique. Parce que l'aldostérone est augmentée, la rénine est abaissée, le rapport aldose sur rénine est augmenté. Vous avez le diagnostic. Qu'est-ce qu'il faut? Je vous ai dit, c'était lié à quoi les hyperaldos primaires? De la surrénale ou hyperplasie ou cancer. Enfin, adénome, hyperplasie ou cancer. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Une imagerie centrée, orientée sur les surrénales en posant clairement la question. C'est pas un scan abdo, hein. C'est un scan surrénalien. Vraiment, là, il faut des coupes bien centrées. Il faut que votre radiologue, on lui ait posé clairement la question. Vous pourriez me dire, je pense que c'est ça la réponse. Donc, diagnostic repose sur le rapport. Donc, ça, on l'a déjà dit. L'imagerie surrénalienne est essentiellement un scanner. Et si sur le scanner, vous ne trouvez rien et que vous avez quand même des dosages hormonaux qui sont évocateurs, et ou sur le scanner, vous avez un doute sur la latéralité des lésions, vous pouvez faire ce qu'on appelle un cathétérisme. Ça se fait dans le milieu spécialisé, typiquement ici à Bicêtre en endocrino. Très certainement, il fut un temps, il devait faire ça. Et en gros, vous cathétérisez, vous allez faire un dosage hormonal dans les veines surrénaliennes, à droite, enfin à gauche, à droite, pour voir si la sécrétion est latéralisée. Si la sécrétion est latéralisée, c'est cette surrénale-là que vous allez retirer. Ça a quand même des conséquences. Hein. Ok? Et puis bien sûr, si c'est un adénome unilatéral, vous faites une chirurgie. Si c'est une hyperplasie, vous allez pas retirer les deux surrénales. Donc vous mettez un traitement médicamenteux. Le traitement médicamenteux qui bloque l'action de l'aldostérone, c'est les anti-aldostérone, spironolactone ou les autres. Oui? Mais est-ce qu'il ne pouvait pas l'IRM des surrénales plutôt que le scanner? Alors, le scanner, c'est ce qui est accessible partout. Ensuite, honnêtement, ici, je ne sais pas si ici ils font plus l'IRM de surrénal. Habituellement, c'est le scanner de surrénal. Petit point quand même complémentaire. Comment? J'ai entendu, c'est quoi? Non, pas de question. Il y a quand même un truc que je dois vous évoquer. Je pense qu'on a fini après. C'est ce qu'on appelle l'incidentalome. Ça vous dit quelque chose? Ok. Vous savez qu'on a tous, on prescrit tous des scanners. Je ne sais pas, un patient hospitalisé, parfois, dans le service, nous, ils ont 3-4 scanners sur leur hospitalisation. Un incidentalome, c'est quand vous tombez sur une lésion incidentale, alors que vous ne la recherchez pas. Ça peut être un nodule pulmonaire, ça peut être un nodule surrénalien, ça peut être un nodule... ok? Peu importe. En gros, c'est une lésion d'allure tumorale, bénigne ou maligne, mais en gros, ici, on parle de tumeur plutôt d'allure bénigne au départ. Et typiquement, le poumon, ça peut être malin, d'accord? Que vous découvrez de façon fortuite en réalisant un examen imagérique, radiologique, qui n'était pas destiné pour ça. Et bien, typiquement, les incidentalomes surrénaliens, c'est pas si rare que ça, c'est je pense 1 à 2%, je ne connais pas le chiffre exact, mais vous demanderez aux endocrinos, on est dans cet ordre d'esprit, et c'est-à-dire que vous pouvez à tort porter ou faire évoquer des diagnostics de tumeurs surrénaliennes chez des patients qui n'ont pas d'hyperaldo. Ok? Et donc, typiquement, et classiquement, on disait toujours, on ne fait pas d'imagerie avant d'avoir confirmé le diagnostic par le dosage, parce que sinon on va s'exposer à un risque de tumeur comme ça dont on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut les surveiller? Est-ce qu'il faut faire des dosages après alors qu'en fait il n'y avait pas de contexte particulier? Il n'est pas hypertendu, le patient, il a une lésion surrénalienne. Bon. En gros, il faut quand même garder cette notion d'incidentalome et de lésions qui peuvent faire évoquer un adénome, mais qui en définitive n'en sont pas réellement, puisqu'elles ne sont pas associées à un hyperaldome. D'accord? Dans les cas très compliqués, par exemple, où vous ne pouvez pas faire les dosages hormonaux, vous pouvez être amené à faire un scanner, alors que vous n'avez pas confirmé, mais ce n'est pas la bonne attitude. Est-ce qu'il y a encore des questions? Eh bien, merci et bonne soirée.